Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée de cette conférence co-organisée par la Banque de France, la FERDI et l'AFD. Hier, le premier webinaire a porté sur la question du financement privé et aujourd'hui, on va compléter cette première session par une session qui va être dévouée aujourd'hui au financement public et notamment au rôle des banques de développement. Alors, on a un petit peu changé la configuration de ce webinaire par rapport à ce qui était initialement prévu. D'une part parce que Monsieur Ekoué, qui était le président de la banque de développement, n'a pas pu se joindre à nous, donc il va être remplacé par Monsieur Moclo. Et puis ensuite, Audrey Rochkoff, finalement, va rejoindre le panel. Donc, on va plutôt s'orienter vers une discussion sous forme de panel. Alors, je vais rapidement introduire le sujet et puis ensuite, je vous présenterai les différents membres de ce panel. Alors, aujourd'hui, donc, on va traiter la question du rôle des banques publiques de développement dans la mobilisation et l'allocation des financements contre la lutte contre le changement climatique. Alors, le contexte, il est un peu particulier, donc ce webinaire est particulièrement important, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'aide publique se réduit assez fortement dans un contexte qui se caractérise par plusieurs effets qui se combinent. Le premier, c'est les difficultés budgétaires qu'on rencontre un petit peu partout dans le monde, et qui vont restreindre un petit peu ce qu'on caractérise parfois par l'espace fiscal. Donc ça se traduit par deux choses. La première, c'est une réduction des volumes de financement, et la deuxième, c'est une rationalisation et une recherche d'efficacité. Donc on aura l'occasion dans ce panel d'aborder aussi la question de la mesure, des métriques. Dans l'effort de rationalisation, il y a notamment donc la question de l'efficacité des aides publiques, et donc ça pose aussi parfois la question de l'allocation des ressources, avec un constat qui est le suivant, c'est que pour des mauvaises raisons ou des bonnes raisons qui peuvent être liées à des problèmes de gouvernance ou de tensions parfois sécuritaires ou politiques, l'aide n'atteint pas nécessairement les pays les plus vulnérables, mais des pays intermédiaires, donc ce ne sont pas nécessairement les plus affectés qui bénéficient des aides. Donc, ça pose une question de l'orientation et de l'efficacité de ces aides. Et puis, le contexte que l'on connaît aujourd'hui, c'est aussi un peu une perte de momentum sur les questions climatiques qu'on observe à un niveau international. Et qui pose la question aussi de la complémentarité entre la finance climat et le financement du développement. Alors c'est une question qui est pas si simple, notamment en Afrique, où on a un certain nombre de pays qui disposent d'énormes ressources naturelles, en particulier fossiles, et dont le développement s'appuie précisément sur le pétrole, l'exploitation de ces énergies. Donc la question, c'est de savoir également comment ça s'articule avec le financement du climat. Alors la façon dont on va procéder dans ce panel, c'est qu'on va commencer par des intervenants qui vont nous présenter une vision peut-être un petit peu globale de l'aide au financement et en particulier du rôle des banques publiques dans le financement. Et puis on va descendre ensuite un peu plus dans le détail avec des exemples concrets de banques. Donc on va en quelque sorte ouvrir le capot pour comprendre un petit peu comment s'effectuent les choix, quels types d'instruments sont utilisés pour favoriser ces aides au développement. Alors sur le rôle des banques publiques, il y a plusieurs questions qui se posent et que je pose d'ores et déjà aux membres du panel. La première, c'est quel est le rôle de ces banques publiques dans la nouvelle architecture financière internationale qui se développe. La deuxième question, c'est un petit peu comment ça s'articule en fait avec les différents niveaux. Donc on a des banques multilatérales de développement, des banques nationales de développement, des banques locales, des institutions publiques. Donc comment s'organisent toutes ces aides
et ces financements, comment ça se structure. Et puis ensuite, comment sont alloués ces financements, donc quels sont les critères qui sont retenus pour allouer les ressources. Quelle est la part relative attribuée à l'atténuation et à l'adaptation, en particulier dans des pays pour lesquels les besoins d'infrastructures sont énormes. Et puis, on abordera aussi la question des leviers des ressources publiques. Et pour faire le lien avec ce qu'on a vu hier, c'était quel est le rôle des financements hybrides, donc des partenariats publics-privés. Quels sont les leviers les plus efficaces pour mobiliser les financements, en particulier vers le continent africain. Et donc là, on bénéficiera de différents points de vue. Alors, les panélistes, on a de la chance d'avoir aujourd'hui 5 panélistes avec des points de vue très différents mais complémentaires. Alors, je vais les présenter dans l'ordre d'intervention. Donc, la première qui interviendra, c'est Audrey Rochkoff, qui travaille à l'Agence française de développement et qui dirige la division climat, nature, donc à l'AFD. Elle sera ensuite suivie par Thomas Revial, qui est chef du service des affaires multilatérales et du développement à la Direction générale du Trésor. Nous aurons ensuite le docteur Moglo, qui représente la Banque ouest-africaine de développement et qui siège aussi donc à alors je sais pas comment la traduction française, l'institut de l'IDFC, voilà, l'institut de financement de développement des clubs des banques de développement, voilà, donc qui représente la BOAD. Alors, ensuite, on rentrera donc dans des cas un petit peu plus concrets, pratiques, avec 2 intervenants, Monsieur Ali Bensouda, qui est le secrétaire général de la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc. Et on terminera ensuite par Madame Kampeta Pichette Sayingoza, qui est la directrice générale de la Banque de développement du Rwanda. Alors, sans plus attendre, on va donc, je vais laisser la parole à Madame Rochkoff. Donc, chaque intervenant va vous présenter un petit peu son point de vue pendant une dizaine de minutes, avec l'angle particulier. Encore une fois, on part du général et on va vers le spécifique. Audrey, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors initialement, vous aviez invité Rémi Rioux et il était sur votre programme et je vous prie d'excuser son absence. Il est en déplacement aujourd'hui et je vais vous livrer le point de vue, en tout cas ce sur quoi on travaille à l'AFD, avec quelques messages, mais d'abord peut-être le premier pour reprendre un peu vos propos introductifs pour parler de la lutte contre le changement climatique versus le développement économique et social. Je vous rejoins sur l'articulation qu'on a besoin de faire entre ces concepts. On entend parfois dire que dans un contexte de restriction budgétaire, il est difficile de faire les deux, que l'action climatique peut-être nous divertir de notre mission de développement économique et social, mais on a quand même de l'expérience plusieurs projets, plusieurs stratégies qui nous permettent de lier les deux. Ce ne sont pas chez nous des priorités concurrentes, voire si on déploie les efforts de façon stratégique, avec des critères qualitatifs, un agenda peut servir l'autre, voire ils se renforcent mutuellement. Et en tout cas, on a l'impression qu'il ne saurait y avoir de prospérité durable sans résilience climatique, ni de transition écologique sans inclusion économique et sociale. On a souvent parlé de ça et en particulier dans le contexte de la transition énergétique juste. La transition vers des sources d'énergie décarbonées non seulement ne s'oppose pas à l'augmentation du bien-être des populations, mais probablement est une opportunité d'ouvrir des perspectives, de créer de l'emploi,
de réduire les inégalités, etc. Un deuxième message, peut-être pour vous parler un petit peu de l'écosystème des banques publiques de développement et de leur rôle un peu dans l'action climatique et dans l'architecture financière internationale. Alors, quand on parle des banques publiques de développement, on parle de plus de 540 établissements financiers à travers le monde. On a bien sûr les banques multilatérales, vous connaissez tous la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. On a aussi des banques régionales comme la BOAD, par exemple, mais on a surtout un très large écosystème de banques nationales de développement. Alors parfois, il y en a même plusieurs dans un seul pays parce qu'elles sont spécialisées sur des thématiques. On connaît les banques de l'habitat, les banques de l'agriculture, par exemple. Et ensemble, elles gèrent 23 000 milliards de dollars d'actifs et investissent chaque année plus de 2500 milliards de dollars, soit plus de 10% d'un investissement mondial. Donc c'est véritablement un levier pour faire évoluer tout le système financier. C'est de la finance publique, c'est le sujet d'aujourd'hui, qui a ce potentiel de réorienter tout le reste des flux financiers. Depuis 2020, ces banques se réunissent dans la coalition Finance en commun. Alors 2020, vous vous souvenez, c'était au moment du Covid et au moment où on se disait qu'il était urgent de coordonner nos réponses et qu'elles soient plus durables. Donc la coalition s'est formée à ce moment-là avec l'idée de bâtir un cadre commun pour notre contribution aux enjeux globaux plutôt que d'avoir des actions dispersées. Alors, nos principaux points de discussion entre banques publiques de développement, c'est d'abord de renforcer la coopération entre nous les banques, et aussi avec les acteurs de notre écosystème qui participent au financement du développement. Donc, on a la société civile, on a des universitaires, des organisations internationales, du secteur privé. Et donc, on essaye de favoriser la coopération entre ces secteurs. On essaye aussi d'avancer ensemble vers l'alignement de nos stratégies d'investissement, vers la lutte contre le changement climatique, vers la préservation de la biodiversité et plus généralement vers le développement durable. Ensuite, ensemble, on travaille à la mobilisation et à cette réorientation de tous les flux vers l'agenda 2030 et l'accord de Paris. On a, en tout cas, toutes ces banques publiques de développement, elles ont un rôle très particulier parce qu'elles ont un positionnement unique dans l'architecture financière du développement, dans l'architecture financière globale, pour agir comme originateur de projets, comme aussi plateforme de dialogue de politique publique et de mobilisation du secteur financier vers l'atteinte de tous les objectifs de développement durable. Quelques chiffres pour vous parler de leur contribution à la lutte contre le changement climatique, puisqu'elles sont de tailles diverses, de champs géographiques très divers, de gouvernance divers dans le sens national, régional, multilatéral. Elles ont la force de participer à la lutte contre le changement climatique. Et en 2024, par exemple, les banques multilatérales de développement ont atteint un niveau record de 137 milliards de dollars dans le financement climatique, dont les 2/3 vers des pays à faible revenu et revenus intermédiaires. Et les 27 membres du club IDFC, donc International Development Finance Club en français, non, je plaisantais, ont engagé, eux, 200 milliards de dollars en faveur de la finance climat. Donc, vous voyez, c'est quand même des volumes assez intéressants. Et elles contribuent déjà largement à l'action climatique. Un tout petit point additionnel pour vous parler du contexte spécifique africain, puisque c'est aussi notre sujet du jour. En Afrique, on a une centaine de banques publiques de développement sur les 540 plus. Donc, c'est un nombre assez conséquent. On a une banque publique de développement dans au moins 39 des 54 pays du continent.
Ensemble, elles totalisent 211 milliards de dollars d'actifs, dont près d'un quart sont détenus par la Banque africaine de développement. Donc les autres sont encore petites en termes de volume. Et d'après CPI, Climate Policy Initiative, les banques multilatérales sont les principaux bailleurs de fonds pour le climat en Afrique. C'est une donnée assez intéressante. Sur les 43 milliards de dollars de finances climat recensés en Afrique, les banques multilatérales en ont fourni près de la moitié. Donc le message ici, c'est qu'en tirant parti de leur connaissance des marchés et des besoins locaux et des tissus économiques et sociaux locaux, les banques de développement nationales et régionales ont un potentiel énorme pour jouer un rôle beaucoup plus important dans la lutte contre le changement climatique, notamment en servant de pont entre les marchés financiers et les acteurs économiques locaux, les entreprises, les ménages et les collectivités qu'elles connaissent parfaitement bien. Le but ultime, je dirais, de cette action des banques publiques de développement dans l'action climatique, et particulièrement en Afrique, c'est d'accompagner l'atténuation des risques physiques liés au changement climatique et d'accompagner les risques de transition. C'est-à-dire que le monde va, et je le crois encore, inéluctablement vers une transition bas carbone. Et l'idée, c'est d'accompagner les pays africains à être aussi dans cette transition, à être un acteur de la transition, à ne pas être laissé de côté par les acteurs majeurs qui vont conduire leur transition, de sorte qu'ils puissent continuer, voire accélérer leur participation aux échanges mondiaux. Pour finir, je vous rappelle juste que 2 sommets de la coalition Finance en commun ont eu lieu en Afrique. En 2022, il était organisé par la Banque africaine de développement à Abidjan. Et en 2025, il était organisé par la DBSA, Development Bank of Southern Africa, en collaboration avec AIIB, au Cap, en Afrique du Sud. Et voilà, il y a eu des sommets chaque année depuis 2020, mais 2 en Afrique. Ça démontre quand même le positionnement des banques africaines dans le débat sur le rôle des banques publiques de développement, sur l'architecture financière internationale, et en particulier au Cap. Ça avait lieu en parallèle de la ministérielle finance du G20 sous présidence sud-africaine, dont les thèmes sont solidarité, égalité et durabilité, qui sont des sujets de banques publiques de développement. Voilà. Je vais m'arrêter là, mais je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup. Alors, on collectera les questions à la fin des panels. Je vais passer la parole peut-être à Thomas Revial. Alors, Thomas Revial, avant de rejoindre le Trésor, a travaillé aussi à la BERD. C'est une autre banque de développement. Mais Thomas, donc peut-être en complément de ce qui a pu être dit, nous repréciser un petit peu le rôle des banques multilatérales et puis peut-être aussi le rôle respectif joué par l'adaptation, l'atténuation. Bref, the floor is yours. Merci beaucoup. Merci à la Banque de France, à l'AFD et à la FERDI d'organiser ce webinaire. Effectivement, je vais m'exprimer comme actionnaire des banques multilatérales de développement, donc évidemment la Banque mondiale, mais aussi on a cité la Banque africaine et les autres banques régionales de développement. Peut-être pour revenir sur ce que Laurent Clerc disait en introduction sur le contexte, c'est vrai qu'on voit une remise en cause quand même de la dynamique en faveur de la lutte contre le changement climatique depuis l'arrivée de la nouvelle administration américaine, clairement. Dans les banques multilatérales de développement, c'est vraiment un débat qui est porté maintenant par l'administration américaine de manière très forte, avec un risque un peu de retour en arrière par rapport à tous les progrès qui ont été faits ces dernières années. On avait réussi ces dernières années collectivement à pousser les banques de développement à, par exemple, aligner l'ensemble de leurs activités sur l'accord de Paris, à augmenter leurs objectifs de finances climatiques. Par exemple, la Banque mondiale s'est fixé comme objectif que 45% de ces financements soient en matière, et des co-bénéfices climatiques. La BERD que tu citais, c'est 50%. Donc il y a eu des progrès sous l'action des actionnaires qui évidemment apportent le capital, apportent des financements concessionnels à toutes ces banques. Et donc il y a eu des progrès qui risquent d'être en partie remis en cause.
Et donc ça, je pense que la France et les Européens, ils ont un rôle de préservation de ces acquis et d'éviter qu'il y ait un retour en arrière sur le rôle des banques multilatérales de développement en matière de financement climatique. Alors, je pense que pour la France et les Européens, on fait pas ça pour des raisons idéologiques. On fait ça aussi parce que on considère que c'est bien sur le plan économique pour les pays en développement. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas forcément de contradiction entre développement, croissance d'un côté et lutte contre le changement climatique. Il y a même des points de convergence à deux niveaux. Il y a à la fois sur l'atténuation du changement climatique, donc l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, qui passe par exemple le déploiement des énergies renouvelables, mais aussi par les transports propres. Ce sont des domaines dans lesquels il y a des besoins d'investissement qui sont très importants et qui sont aussi des vecteurs de croissance pour beaucoup de pays qui n'ont pas forcément de ressources naturelles fossiles. Être dépendant justement d'importation de ressources fossiles, on l'a vu aussi pendant avec l'invasion russe en Ukraine, ça a des conséquences économiques directes. Et donc il y a beaucoup de pays qui en fait ont un intérêt économique direct à développer des ressources énergétiques durables et renouvelables, que ce soit sur le solaire ou l'éolien. L'Afrique par exemple a un énorme potentiel énergétique en matière d'énergie solaire, mais aussi d'énergie éolienne, qui sont des sources d'énergie du coup locales, qui ne sont pas dépendantes d'importation de ressources énergétiques étrangères. Et donc il y a un enjeu à la fois aussi de sécurité économique, de souveraineté énergétique, et puis simplement de croissance économique qui va de pair avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas également sur l'atténuation. Ça a été mentionné également. Donc l'atténuation, c'est-à-dire tous les investissements qui permettent d'améliorer la résilience de l'économie. On voit qu'il y a un coût à la non-action climatique. De plus en plus, beaucoup de pays sont soumis aux conséquences du changement climatique de manière très directe. Il y a des pays qui font face à des sécheresses qui peuvent durer pendant plusieurs années, qui affectent directement l'agriculture, les rendements agricoles, donc les revenus des agriculteurs et donc le fonctionnement de l'économie. Et donc on voit clairement dans beaucoup de pays les conséquences du changement climatique et donc l'intérêt à investir dans l'atténuation pour rendre les économies plus résilientes et plus résistantes au changement climatique. Adapter l'agriculture par exemple dans certains pays, c'est le cas au Maroc, hein, qui a subi des sécheresses très longues ces dernières années. Donc être en capacité d'investir dans des nouveaux procédés de production ou voire dans des nouvelles cultures qui sont plus résistantes au changement climatique, on fait pas ça seulement pour le climat, on fait ça aussi juste pour le bien-être et la prospérité et la croissance économique de ces pays. Donc je pense que c'est assez important de rappeler que quand on finance le climat, à la fois sur l'atténuation et sur l'adaptation, c'est aussi, et ça doit être aussi et avant tout dans l'intérêt économique du développement des pays. Alors, tout ça, ça suppose beaucoup d'investissements. Ça a été dit, c'est énormément d'investissements. À la COP 29 l'année dernière à Bakou, le montant d'investissement global pour les pays en développement en matière de finances climat qui sont nécessaires à l'horizon 2035, c'est 1300 milliards de dollars par an d'investissement public et privé dans les pays en low and middle income revenues. Et donc ça, c'est des montants qui sont considérables. Une grosse partie, évidemment, c'est du financement local ou du financement privé, mais il y a une partie aussi qui doit arriver par des sources publiques ou mobilisée par des sources publiques. Les banques multilatérales de développement, les créanciers, les apporteurs d'aide publique au développement et le secteur privé qui est mobilisé par ces sources-là doivent normalement apporter 300 milliards de dollars par an de financement à l'horizon 2035. Une grosse partie, en réalité, sera apportée par les banques multilatérales de développement. C'est déjà le cas aujourd'hui, on l'a dit. Entre 2/3, 3/4 des financements climatiques apportés dans les pays en développement sont apportés déjà par les banques multilatérales de développement ou sont mobilisés par les banques multilatérales de développement, et ça va continuer à être le cas dans les prochaines années. C'est beaucoup pour de l'atténuation, mais c'est quand même aussi de plus en plus pour de l'adaptation. C'est pas complètement forcément évident parce que l'adaptation suppose souvent un taux de concessionnalité qui est plus important.
Donc il faut des ressources publiques qui soient c'est plus intense en ressources concessionnelles. Et on l'a dit, les ressources concessionnelles sont de plus en plus rares, mais il y a quand même cet effort qui est fait en matière d'adaptation. Et donc le rôle des banques multilatérales de développement sur le plan du financement sera très important. Et alors, le rôle des banques de développement va bien au-delà de la question du financement. Moi, je l'ai vu aussi à la BERD, qui commence maintenant, depuis cette année, à opérer dans certains pays d'Afrique subsaharienne également. Le rôle d'une banque de développement, c'est aussi, et peut-être surtout, d'accompagner les pays dans la définition de leur stratégie en matière climatique, leur stratégie de long terme, qui permet aussi de donner de la visibilité aux investisseurs. C'est aussi d'accompagner les autorités à mettre en place le cadre réglementaire ou législatif qui permet d'attirer des investissements. On le sait, par exemple, en matière d'énergie renouvelable, et ça suppose d'avoir un cadre réglementaire qui donne de la visibilité, un cadre clair qui permet d'attirer les investissements. Et donc ça, il y a de l'assistance technique qui peut être apportée par les banques multilatérales de développement pour aider les gouvernements à s'inspirer des bonnes pratiques qui peuvent exister à l'étranger. Donc ça, de l'assistance technique, c'est pas forcément des gros montants, mais ça peut avoir un effet de blocage de projet qui est très important. Un autre aspect qui a été aussi mentionné, c'est la préparation de projet. En fait, souvent, moi je m'en suis rendu compte à la BERN, parfois les financements étaient disponibles, mais il n'y avait pas de projet, ou les projets n'étaient pas bancables, ou n'étaient pas bien configurés. Et donc, aider à la configuration de projet pour qu'ils soient qui puissent attirer des financements à la fois de banques multilatérales, de banques locales, publiques de développement, mais aussi d'investisseurs privés. C'est aussi un élément qui est très important. Et donc la préparation de projet, c'est aussi quelque chose que les banques publiques peuvent contribuer à faire. Et puis, il y a un enjeu auquel les banques de développement peuvent aussi peuvent contribuer, c'est la structuration de plateformes pays, pour justement rassembler tous les acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs, on l'a dit, il y a 500 banques publiques de développement dans le monde. Évidemment, si on compte les autorités locales, les entreprises publiques locales, les financeurs privés, ça fait beaucoup de monde. Donc, il y a une forme de fragmentation un peu des acteurs du développement. Et donc, il y a aussi un intérêt à être en capacité d'avoir une stratégie globale qui doit être définie par le pays. Il faut que ce soit les autorités du pays qui soient à la manœuvre, qui soient en capacité de fixer une stratégie claire en matière de décarbonation, et qui soient en capacité ensuite de rassembler l'ensemble des acteurs avec une répartition du travail qui est assez claire, et justement avec un soutien à la fois en assistance technique, en financement. Donc il y a des exemples qui je pense ont été assez efficaces, qui permettent d'ailleurs de rebondir sur ce que Laurent Clerc disait tout à l'heure. S'il y a un débat entre est-ce qu'il vaut mieux exploiter les ressources fossiles dans le pays ou développer les énergies renouvelables, je pense que l'exemple de l'Égypte, par exemple, avec la plateforme pays NoWafi, qui concernait pas seulement l'énergie, d'ailleurs aussi l'agriculture, l'eau, les transports. Le pays a justement avait défini une stratégie très claire. C'est un pays qui est producteur de gaz, et le pays a bien compris que son intérêt, c'était pas forcément d'exploiter le gaz pour sa propre consommation, mais ça pouvait être aussi de l'exporter pour avoir des ressources d'exportation et de bénéficier des ressources naturelles, notamment solaires, qui sont extrêmement importantes dans le pays, et de développer des énergies renouvelables qui aujourd'hui sont extrêmement compétitives. Dans beaucoup de pays, l'énergie la moins chère, c'est l'énergie renouvelable. C'est pas l'énergie fossile, c'est l'énergie renouvelable. C'est souvent plus intensif en capital, donc l'investissement est très important au début, mais sur le plan de l'exploitation, c'est une énergie qui est extrêmement rentable, parce que il y a eu des progrès technologiques quand même absolument considérables ces dernières années. Et donc, sur le plan strictement économique, pour l'Égypte par exemple, ça faisait complètement sens d'avoir un programme d'investissement pour développer massivement les énergies renouvelables, solaires et éoliennes, et d'économiser la consommation de gaz pour pouvoir ensuite l'exporter et faire avoir des ressources d'exportation. Donc c'est une économie qui est gagnante-gagnante de ce point de vue-là, et qui à la fois soutient le développement économique, mais aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la connexion aussi de la population à l'électricité. Donc on voit qu'il peut y avoir comme ça, grâce à des
des stratégies gagnantes-gagnantes définies par le pays avec le soutien dans l'ensemble des acteurs économiques. C'est donc là le cas des banques multilatérales, c'est le cas du secteur privé, c'est le cas des agences bilatérales qui peuvent bien fonctionner. Donc je pense qu'il y a des exemples comme ça et nous, comme actionnaires, on essaie de pousser les banques multilatérales à mieux travailler ensemble et à essayer de se développer sur ces différents aspects, assistance technique, accompagnement de la stratégie des pays, financement, rassemblement de l'ensemble des acteurs. Il y a aussi la question d'innovation en matière de financement pour mobiliser encore plus les financements privés. Et donc ça, il y a beaucoup d'initiatives en cours et je pense peut-être qu'on pourra y revenir, mais qui sont prometteuses. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces illustrations, en particulier la dernière sur l'Égypte, et puis ce point-là sur l'innovation, effectivement, qu'on va creuser peut-être maintenant en rentrant un petit peu plus dans le détail. Donc on a eu 2 premières présentations qui étaient sur le cadre un peu général, multinational, multilatéral. Donc on va rentrer maintenant un peu plus dans le niveau local. On reste à un niveau régional pour le moment avec Monsieur Moklo. Alors peut-être on va profiter justement de votre présence puisque vous êtes à la fois un membre de la Banque Ouest Africaine de Développement, mais aussi de l'IFDC. Ce qui va nous permettre peut-être d'en savoir plus aussi sur un des points qui a été mis en avant aussi dans les 2 précédentes présentations, qui est celui de l'importance de la coordination des actions. Donc je vous cède la parole sans plus attendre. Alors, je vous remercie. Alors, je vous apporte les salutations du président Serge Ekoué, qui est à la fois président de la BOAD et également de l'IDFC. Alors, la BOAD, c'est la Banque Ouest Africaine de Développement qui se trouve au Togo et qui couvre 8 pays de l'UEMOA. Et nous travaillons plus de 50 ans maintenant vraiment au développement de cette zone-là. Nous finançons secteur privé comme secteur public et nous jouons un premier rôle effectivement sur tout ce qui est climat et développement à la fois dans la zone UEMOA. Alors, il faudrait comprendre que nous sommes partis d'une banque vraiment qui avait un capital assez soutenu, mais qui ne suffisait pas selon les moyens et les besoins dans notre zone. Alors, notre plan stratégique 2021-2025 a permis quand même à travailler à doubler notre capital. Donc, aujourd'hui, nous avons doublé notre capital et nous avons plus de liquidité, plus de marge vraiment à financer les projets et les besoins dans notre zone. Ceci dit, nous ne séparons pas climat et développement. Pour nous, vraiment, c'est le même sujet. Au tout début d'un projet, nous commençons avec l'évaluation environnementale. Sans ça, nous ne débutons pas l'instruction du projet. Et à la suite de cela, maintenant, nous regardons effectivement les autres aspects, le schéma financier et consorts qui s'ensuit. Et ceci nous a permis de comprendre quelque chose, et c'est que l'aspect climatique également doit être au tout début de nos procédures, notamment avec l'environnement. Donc, nous avons mis en place un département qui est aujourd'hui très très efficace et qui travaille beaucoup sur tout ce qui est climat et l'intégration du climat dans les opérations de la banque. Et nous avons également compris que nous ne pouvons pas le faire avec nos ressources seules. Et donc, depuis 2011, avec des accréditations qui ont été renouvelées, nous sommes accrédités auprès des fonds climat, les fonds qui sont les fonds au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, notamment le Fonds d'adaptation, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds vert pour le climat. Et à travers ces accréditations, nous avons mobilisé plus de 500 millions de dollars aujourd'hui, avec lesquels nous faisons du blending, qui nous permet aujourd'hui de faire face effectivement à tous ces challenges-là que les pays dans lesquels nous intervenons ont.
Et en parlant d'innovation, nous avons également pensé à des instruments. Notamment aujourd'hui, nous avons développé un produit avec l'appui de un de nos partenaires, la KfW, notamment sur le produit adapté aux catastrophes naturelles, qui nous permet aujourd'hui de faire le service, ou bien d'assurer le service de la dette en cas de choc climatique d'un de ces pays-là. Ce qui est un instrument assez innovant aujourd'hui pour nous et qui nous permet également d'apporter un peu de soulagement effectivement à ces États-là lorsqu'il y a un dégât climatique qui a été prévu notamment et qui arrive. Hormis cela, nous avons également aujourd'hui un domaine d'innovation qui travaille sur toutes ces questions d'innovation aujourd'hui et essaie d'intégrer de l'innovation dans toutes les opérations aujourd'hui. Donc c'est carrément encouragé et je pense que nous allons dans la bonne trajectoire. Nous avons aussi compris effectivement que depuis le dernier FFD4, alors l'architecture financière n'est efficace que si la décision de financement est rapprochée de la réalité d'exécution. Et nous avons compris également que notre rôle n'est pas seulement de combiner mandat public et capacité d'exécution, mais également de renouveler cette architecture et de travailler également avec notre écosystème qui est déjà existant. Je vous parle déjà ici de l'IDFC. Cet IDFC regroupe aujourd'hui 27 banques de développement. La dernière qui nous a rejoint est la Banque rwandaise de développement. Nous sommes très fiers et nous travaillons ensemble avec tous les membres, effectivement pour aligner nos opérations sur l'accord de Paris et s'assurer que tous nos membres ont la capacité effectivement d'implémenter des projets qui sont très alignés sur cet accord de Paris et également sur les ODD tout naturellement. Donc au sein de l'IDFC, nous avons également une facilité, la facilité climat, qui nous permet d'apporter assistance technique dans l'origination des projets, dans le développement des projets et de partager nos expériences entre nous-mêmes et de s'appuyer sur les expériences des autres pour pouvoir vraiment aller et mobiliser plus de ressources concessionnelles dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc voilà un peu le rôle que nous jouons au niveau de l'IDFC, voilà un peu notre positionnement au niveau de la BOAD et je pense quand même que notre prochain plan stratégique, l'idée pour nous est de faire mieux qu'on a déjà fait, l'idée est de faire plus qu'on a déjà fait et nous sommes très ouverts à cette idée de partenariat et de travailler, de cofinancer entre nous. Et c'est d'ailleurs l'occasion ici de parler également de l'Investment Forum, un forum d'investissement que l'IDFC organise à travers son groupe de travail sur la coopération pour le développement. Et l'objectif pour nous également est d'encourager le cofinancement entre nous-mêmes, sachant que voilà, sur le marché, c'est pas tout à fait évident et facile de lever les coûts, les ressources, connaissant le coût de la ressource aujourd'hui. Et bien sûr que nous avons voilà à travers des marges très innovatrices, en tout cas la capacité de mobiliser. Nous avons fait un dernièrement, c'est-à-dire on a levé 1 milliard d'euros sur 15 ans de maturité avec un coupon de 6,25 carrément, ce que une banque en Afrique n'a jamais fait. La banque africaine l'avait fait, mais c'était en dollars et sur 10 ans. Donc nous sommes la première à le faire. Donc nous allons utiliser toutes ces ressources-là effectivement pour appuyer nos États dans notre zone. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup. Comme ça, on est rentré un petit peu plus dans le vif du sujet. Peut-être des instruments aussi qui sont utilisés. Donc maintenant, on va redescendre plus au niveau du terrain, entre guillemets, avec nos deux derniers intervenants. Le premier, c'est Monsieur Bensouda, qui donc est directeur général de la Caisse des dépôts du Maroc. Donc je vous cède la parole pour nous donner un petit peu des exemples de vos actions. Merci pour l'invitation et à travers ces remerciements, je remercie la Banque de France, la FERDI et l'AFD
Juste une précision, je suis pas directeur général de la Caisse de dépôt, je suis secrétaire général de la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc. Je souhaiterais, avant de parler de manière assez concrète de ce que fait une caisse de dépôt à travers peut-être sa verticale développement, parce qu'elle a d'autres verticales dans son univers d'activité, relever un ou deux points si vous le permettez. Le premier, puisque nous parlons d'Afrique, bien évidemment, je salue tous les propos qui ont été tenus par mes prédécesseurs que je partage. L'Afrique, en termes, le continent auquel j'appartiens, est à l'origine de 2 à 3% des émissions. Mais les impacts qu'elle subit ou les chocs sont assez fréquents. Les sécheresses, les pluies extrêmes. Mon collègue a parlé de l'agriculture avec des rendements qui sont assez cycliques et tout ça nous interpelle. De l'autre côté, un deuxième paradoxe qui peut être relevé, et puisque nous parlons de la mobilisation des moyens, la mobilisation des financements, je viens de Casablanca. Hier, il y avait une conférence qui abordait un thème assez global, c'était l'Africa Financial Summit. Et le thème, c'était un thème de souveraineté financière, où en réalité, le message qui était partagé, il y a suffisamment d'épargne qui est collectée en Afrique. Selon les derniers rapports de la Banque africaine de développement, on parle de 500 milliards de dollars chaque année qui est créé, mais uniquement 10% qui est investi dans le continent. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de trajectoires à faire pour permettre de drainer ces investissements-là de manière globale, en termes d'infrastructure, en termes de bien-être des populations, mais bien évidemment aussi, comme a dit mon collègue, le développement a une conjugaison et se conjugue aussi à travers le climat. Ce sont des choses qui se font parallèles et pour permettre aussi au secteur privé à cette épargne-là d'être adressé de manière assez efficace. Bien évidemment, les banques multilatérales apportent un soutien clé, mais c'est pas suffisant parce que le chemin est lent. Les chiffres qui ont été abordés sont éloquents. Je partagerai peut-être un chiffre sur les dernières années, rien que sur l'énergie. Il y a besoin de pratiquement 100 milliards de dollars à être investis. Aujourd'hui, l'Afrique n'arrive qu'à générer que la moitié. Et si on prend la thématique finance verte, finance climat, les banques multilatérales apportent beaucoup de financement, mais la conjugaison avec les besoins propres, avec quelqu'un des collègues a aussi abordé les capacités budgétaires des États qui restent suffisamment faibles. Il faudrait trouver ces bridges-là ou ces mécanismes d'atténuation pour permettre à cette épargne-là d'être adressée. On pourra revenir par la suite sur les mécanismes. Donc je me devais de faire de relever ces deux paradoxes en réalité qui sont une réalité pour parler du Maroc. Un exemple au Maroc, c'est vrai, les dernières années, nous avons vécu et nous continuons à vivre une période de sécheresse importante. Mais en réalité, ça a permis à toutes les instances et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans plusieurs occasions, à plusieurs discours, a toujours inscrit l'agenda du développement durable au sens large parmi les priorités nationales. Sur le mix énergétique, nous avons une orientation très forte et un objectif d'atteindre plus de la moitié du mix énergétique provenant des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Valeur d'aujourd'hui, on est à plus de 35%. Le stress hydrique que nous avons vécu dans les dernières années a permis aussi de réveiller un certain nombre de programmes
ou de plans sectoriels pour permettre un équilibre entre les territoires et permettre aussi d'engager des investissements importants à court terme. Au niveau de ce plan-là, au niveau du Maroc, sur la période 2024-2027, alors quand je parle d'investissement, c'est pas uniquement que l'investissement public, parce que derrière, il y a une ingénierie et structuration. On arrive à faire du PPP, à faire du financement, à faire aussi un certain nombre de concessions pour permettre au budget de l'État de préserver un certain nombre de fondamentaux qui nous permettent de garder le rating que nous avons, mais aussi permettre cette combinaison entre la canalisation d'une épargne longue vers des emplois utiles au niveau du pays. Donc le PPP, le financement, un certain nombre d'instruments sont mis en place pour aller dans ce sens-là. Donc à court terme, c'était les autoroutes de l'eau que nous avons financées parce qu'il y avait des bassins qui étaient très abondants en termes d'eau, aussi bien pour l'irrigation que pour l'eau potable. Il fallait, comme une autoroute que nous traversons, il fallait mettre des autoroutes pour amener cette eau-là vers des bassins où il y avait ce déficit. Deuxième élément, reprendre sur instruction de Sa Majesté le Roi la reconstruction des barrages, un effort important sur la mise en place de stations de dessalement. Et là, on est en train d'investir énormément. Le Maroc a une double côte, mais surtout la côte atlantique qui permet d'investir énormément dans des stations de dessalement. Et comme mon collègue le disait aussi, nous avons on peut avoir du solaire et de l'éolien. Donc, c'est des stations de dessalement avec de l'énergie propre, ce qui peut réduire le prix de revient du mètre cube, qui peut aussi bien servir l'agriculture que l'eau potable. Donc, ce sont des exemples qui sont là. Mais surtout, mon message, quand je parle de ces deux exemples-là, c'est un message de résilience et de considérer un choc qui peut arriver sur le plan climatique comme étant un élément pour tracer un plan de développement qui est intégré et qui puisse répondre dans la durée aux enjeux actuels et du futur. Et ça, c'est un peu l'orientation de la plus haute autorité du pays qui est déclinée dans l'ensemble des actions. Donc, j'arrive à la caisse de dépôt et de gestion. Je vais pas la présenter, mais globalement, ça ressemble beaucoup à la caisse de dépôt et des consignations françaises et à l'image de l'IDFC dont nous sommes aussi membres avec les collègues. Il y a un forum de caisse de dépôt et qui pousse aussi à la création de ce genre d'instruments dans les pays africains. Pourquoi ce genre d'instrument est important? Parce qu'en réalité, il permet de créer un bridge quelque part entre je vais dire l'horizon lent d'investissement et collecter une épargne courte qui peut appartenir à des populations, qui peut provenir d'un certain nombre de professions juridiques. Donc les matcher dans un bilan pour aligner ce double effet. Sécuriser cette épargne, la mobiliser et la transformer, je vais dire, en emploi d'utilité. Le développement au sens large, l'infrastructure, tout ce que nous abordons, l'eau, les énergies renouvelables, la mobilité aussi propre, ce sont des sujets qui peuvent et qui sont de manière naturelle dans ce modèle-là. Nous, au niveau de la caisse de dépôt et de gestion, notre action, elle est à double détente. Mais elle a un fil conducteur qui est le fil conducteur de l'agenda du pays, les grandes priorités nationales du pays. Nous sommes sur le temps lent, nous ne sommes pas sur le temps qui pourrait être court d'un certain nombre d'institutions. Et cette double détente, elle correspond de manière naturelle à la mission ou à la stratégie de la caisse de dépôt. Je vais commencer par la verticale la plus naturelle, la plus originelle, à savoir, c'est mobiliser ses ressources. Et essentiellement, c'est des ressources qui peuvent provenir des caisses de retraite, de compagnies d'assurance,
aussi quand des professions juridiques, parce que aussi c'est une vocation de tiers de confiance. Quand les uns et les autres font une transaction commerciale, il faut un tiers qui puisse sécuriser ça, le temps que cette transaction puisse se dénouer. Mais aussi c'est une épargne populaire qui provient à travers le réseau postal. Donc c'est des petites épargnes qui rentrent dans le bilan de la caisse de dépôt et de gestion, voire même des fois qui sont gérées en dehors du bilan de la caisse de dépôt et de gestion à travers des mandats publics. Et l'ambition, ou plutôt la mission étant de sécuriser cette épargne, de la rentabiliser. Ça, c'est la mission originale ou la mission de base. Mais chemin faisant, il se trouve qu'une caisse de dépôt canalise un certain nombre de sommes importantes. Elle les investit pour générer de la rentabilité, mais aussi c'est une institution qui accompagne le développement. Et c'est là la jambe développement intervient. Nous l'appelons la jambe impact. Parce qu'en réalité, derrière ce terme impact, qui peut être un terme de communicant, mais en réalité, c'est ce qui drive toute notre action. C'est impacter le pays positivement, impacter les territoires positivement et impacter le citoyen positivement. Et tout ça, en réalité, se traduit. Et ça peut comprendre un certain nombre de thématiques. Les souverainetés alimentaires, l'eau, la souveraineté énergétique, et j'en passe. Mais dans une institution dont le métier de base est d'abord, c'est une institution financière, ça se traduit comment? Ça se traduit à travers un exercice d'allocation. Nous sommes un grand gestionnaire. Alors je vais le dire, c'est pas forcément ce que disent d'autres, mais une caisse de dépôt qui canalise des dépôts d'un côté et qui les transforme en emplois utiles de l'autre côté, y compris sur la finance climat ou sur des sujets qui peuvent impacter les pays, elle fait de l'allocation d'actifs de manière utile, de manière juste, en mesurant les risques, mais aussi en ayant la capacité et quelque part les muscles pour prendre de l'engagement sur le long terme. En réalité, elle ne fait pas que financer. Le rôle d'une institution comme la caisse de dépôt ou les banques de développement, c'est de faire financer les sujets. Et c'est ça le bridge qui est fait. Et c'est ça un petit peu un des messages aussi que je souhaite passer. Alors, de manière concrète sur les dernières années, en réalité, je suis en train de dire ce que nous faisons. J'ai parlé à un sujet qui était le stress hydrique qui est là. En réalité, nous avons structuré le financement nécessaire sur les autoroutes de l'eau. Mais il ne suffit pas de le structurer parce que ça, c'est du conseil. Pour pouvoir entraîner d'autres autour de nous, il fallait il fallait financer. Et le meilleur exemple de le faire et pour pouvoir assurer, c'est d'être le structureur, c'est de l'idée ce syndicat-là, mais aussi mettre le plus grand montant dans le financement. C'est un élément de confiance qui est apporté aux partenaires. Deuxième élément, parce que nous parlons aussi de ces transitions énergétiques et nous investissons énormément et dans l'énergie verte et dans le dessalement. Un grand groupe public marocain, je ne vais pas le nommer, qui est l'Office chérifien des phosphates, développe des stations de dessalement pour ses propres besoins. Mais comme il se trouve aussi qu'il est dans des localités qui connaissent à court terme quelques stress hydriques, nous avons aussi apporté les financements nécessaires en créant cet effet de levier. Quand je parle de financement, je ne parle pas d'instruments parce que ça peut être une fois un peu de dette qui est long terme, ça peut être de l'equity qui est là, ça peut être un fonds de titrisation. Ce sont des éléments techniques, mais le message c'est créer cet effet de levier, c'est créer ce financement-là pour pouvoir permettre la confiance des autres qui arrivent, plus particulièrement le privé, et créer cet effet de démonstration ou d'entraînement. Je citerai aussi un accompagnement. Je pourrais revenir s'il y a quelques questions par la suite sur des exemples encore plus concrets. Nous avons aussi souhaité créer une ESCO. Donc, nous avons créé la première ESCO au niveau du Maroc. Donc, c'est une société de services d'ingénierie que nous avons. C'est une des filiales de la Caisse de dépôt. L'idée étant d'accompagner et les établissements publics et les collectivités territoriales
à travers une offre globale de conseils, d'ingénierie, de structuration technique et financière pour travailler sur, allez, je vais dire simplement quelque chose qui est concret, l'éclairage public. Et nous savons que chaque dirham qui est gagné en termes permet aussi d'adresser d'autres sujets qui peuvent concerner la communauté. Ce sont des exemples concrets, mais au-delà de ça, c'est que en réalité, nous sommes une institution qui dans sa stratégie Cap 2030 a mis ces sujets-là de développement durable, de finance climat parmi les priorités. Pas uniquement en termes de posture, mais de manière concrète en termes de chiffrage et d'allocation, parce que d'abord, nous y croyons fortement. Deux, c'est une obligation d'une institution de souveraineté, c'est une mission de responsabilité pour les générations actuelles, mais surtout pour les générations futures. Et c'est comme ça que nous souhaitons, que nous agissons et nous souhaitons agir. Mais nous le faisons pas seul, parce que seul, on n'y arrivera pas. Nous le faisons en communauté. Et cette volonté d'agir en communauté, elle est bien évidemment à étendre à tout le continent. Parce que quand on voit qu'un certain nombre de sujets n'arrivent pas, ou un certain nombre de projets n'arrivent pas à être financés, parce qu'ils sont petits individuellement, donc il faut les massifier. Et c'est aussi cette logique-là qu'il faudrait faire à travers aussi ces mécanismes. Mon collègue aussi, j'emprunte beaucoup de mots à ce que vous avez dit, parce qu'il y a aussi ces logiques de plateforme qui peuvent jouer un rôle important. Une plateforme au niveau national, mais ça peut être des plateformes au niveau régional qui permettent d'avoir et de la bonne gouvernance, qui permet de screener un certain nombre de choses, mais qui permettent aussi de parler à ceux qui apportent des fonds, le privé, l'institutionnel, les bailleurs de fonds, et qui permettent aussi d'adresser les projets pour les rendre bancables. Parce que derrière ces sujets-là, quand on parle d'adaptation, quand on parle d'atténuation, certains ne sont pas rentables à court terme, d'autres le sont, mais c'est une combinaison des deux qui permet d'atteindre l'objectif final. Voilà ce que je voulais partager à ce stade, et je reste bien évidemment à votre disposition s'il y a des questions ou des éclaircissements par la suite. Alors merci beaucoup. Alors en particulier pour avoir insisté sur cet exercice d'allocation, la difficulté. Alors on va revenir dessus tout à l'heure sur. C'est pas vraiment le déséquilibre entre épargne et investissement, c'est plutôt la question de la mobilisation de l'épargne, pas des besoins d'investissement. On va terminer par vous, Madame, qui représentez donc la Banque de développement du Rwanda, pour nous donner aussi votre propre perspective et peut-être insister aussi sur vos actions, la façon dont vous arrivez à combiner ces différentes sources de financement et puis les enjeux que vous rencontrez sur le terrain. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités à la Banque rwandaise de développement pour faire partie de cette conversation fascinante, et je voulais remercier Ferdi, AFD et la Banque de France pour avoir organisé ce webinaire. Toutes les banques de développement, qu'elles soient multilatérales, régionales ou nationales, font partie du même écosystème. Je pense DG Rémi Rioux aime beaucoup dire on a tous le même ADN. Et je pense que c'est très vrai, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similarités dans les présentations qui ont été faites par les différents intervenants. Les banques de développement public nationales ont une particularité, qu'elles ont particulièrement mauvaise réputation, surtout en Afrique. Et la réalité, c'est que les banques de développement nationales, publiques de développement, qui ont survécu les années 90, ont un calibre tout à fait différent. Et donc, si on regarde, par exemple, les états financiers de la Banque rwandaise de développement, vous serez surpris de voir des taux de prêts non performants de moins de 2%, un effet levier de 1 à 4 pour tout ce qui est equity to debt. Vous verrez qu'on arrive à lever des fonds quand même colossaux, mais
la plupart, ce sont des fonds qui viennent d'autres banques de développement. Et c'est pour ça que j'insiste à dire que nous faisons partie du même écosystème. Donc, nos financiers principaux seront la Banque mondiale, KfW, la Banque africaine de développement, l'AFD, bien sûr, et beaucoup d'autres banques de développement. Donc, nous opérons dans le même écosystème, nous performons des rôles un peu différents, mais je pense qu'il est temps qu'on regarde une fois de plus les banques publiques du développement national d'un nouvel œil et de voir celles qui restent, à quoi elles ressemblent. Et je voulais faire partie un petit peu du témoignage de la Banque rwandaise de développement pour que ce soit clair que oui, l'Afrique est très impactée par le climat, mais il est aussi clair, comme l'a dit mon collègue du Maroc, que les solutions existent déjà sur le continent. Et l'Afrique n'attend pas la main tendue des solutions qui viennent d'ailleurs. Et donc toutes les interventions qui ont été faites au niveau du continent sont basées sur les problèmes de développement du continent. Et je pense que c'est très important de lier les deux. Franck de la BOAD en a fait part, mais toute solution climatique qui n'adresse pas un problème de développement sera vouée à l'échec. Et donc il est important, je vous donnerai par exemple dans le cadre du Rwanda, nous sommes passés de 4% d'accès à l'électricité en 2003 à maintenant plus de 75% en 2025. Et ceci en se basant sur des solutions solaires et des solutions hydro, et donc des solutions pro-climat. Mais quand je parle à mes clients à la banque, ils sont pas intéressés par le climat. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la lumière à la maison. Et donc, notre rôle en tant qu'agent public, c'est de s'assurer qu'on leur donne accès à la lumière, mais avec des solutions durables. Maintenant, si on leur donne accès à peu de lumière avec une solution durable, ce ne sera pas politiquement des solutions qui seront acceptées par la population. Et donc, je pense, il est important de se rendre compte de ça. Les chiffres qui ont été mentionnés par Audrey sont très clairs. Le besoin d'investissement est énorme. Et la manière dont on voit ça, nous, au Rwanda, c'est que nous n'allons pas y arriver avec du financement additionnel, et surtout avec les nouvelles dynamiques mondiales, que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau de l'espace fiscal des pays développés, on n'y arriveront pas. Et donc, la grande innovation, je dirais, qu'a apporté la Banque rwandaise de développement sur le marché au Rwanda, c'est que lorsqu'on a fait notre première obligation en monnaie locale, un des objectifs qu'on s'est donné, c'est d'aider le reste du secteur financier à adopter des bonnes pratiques au niveau des risques d'environnement et sociaux. Et donc, vous le verrez si vous regardez notre site web, un des indicateurs, c'est de dire 75% de nos clients qui sont des institutions financières au Rwanda doivent pratiquer les meilleures pratiques au niveau des risques d'environnement et environnementaux et sociaux. Et donc, c'est un peu utiliser les banques nationales de développement, non seulement comme des chaînes pour faire passer l'argent et les connaissances, mais aussi pour influencer et convertir les institutions existantes à adopter l'agenda du climat. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'impact si on ne se regarde pas soi-même. Bien évidemment, nous avons aussi des objectifs au niveau institutionnel pour notre propre portefeuille. Arrivons à 30% du portefeuille et un portefeuille climat d'ici 2028. Mais si je regarde 30% du portefeuille de la Banque rwandaise de développement, ça nous arrivera pas, ça fera pas bouger, je dirais, l'aiguille énormément. Oui, au niveau institutionnel, ça fait bien sur le site web, mais si je regarde vraiment les effets au niveau de la population, ce n'est pas suffisant. Et donc, on doit jouer un autre rôle. Et je pense que le rôle des banques nationales de développement, c'est vraiment de jouer ce rôle de levier, non seulement au niveau financier, mais aussi de levier au niveau d'influencer tout l'écosystème. Heureusement, au Rwanda, on a un apport énorme de la Banque nationale rwandaise, qui est notre Central Bank. Donc, ça m'a fait plaisir de voir que l'invitation venait de la Banque de France, qui joue un rôle un peu similaire. Parce que je pense qu'il y a aussi un rôle énorme qui peut être joué par les banques nationales ou les banques centrales pour influencer le système financier au niveau des pays. Et je pense qu'il y a un partenariat qui est nécessaire, une sorte de jumelage entre les banques nationales de développement public et les banques centrales pour arriver à cela. Maintenant, en amenant un peu notre expérience, nous avons créé une plateforme nationale autour d'un fonds climat pour le secteur privé, dédié uniquement au secteur privé.
Et notre expérience est que c'est beaucoup plus facile sur PowerPoint qu'en réalité. Pourquoi? Tout le monde parle des plateformes nationales. C'est très excitant pour tout le monde. Je viens de Washington aux assemblées annuelles et c'était le mot-clé. Tout le monde parlait de plateforme nationale. Quelle a été notre expérience? L'expérience, c'est que lorsqu'on crée une plateforme nationale, en général, les partenaires sont très enthousiasmés par l'idée d'avoir des objectifs nationaux et une politique nationale. Une fois qu'il s'agit maintenant de se mettre d'accord sur l'allocation des ressources, ça devient autre chose. Les critères de sélection de ce qui est vert, si je prends juste l'exemple des pays européens, la KfW a des critères différents de l'AFD, qui sont différents de l'Union européenne, qui sont différents de la BEI. Et donc, pour mon client, ça ressemble à quoi? Comment savoir si ce client est éligible au niveau de la plateforme nationale ou pas pour le financement vert? Donc là, ça commence à se corser. Évidemment, en général, ce sont des critères qui ont un aspect économique et un aspect politique aussi. Et donc, lorsqu'on parle de plateforme nationale, je pense qu'il faut avoir une certaine honnêteté de se dire, si on veut vraiment investir dans des plateformes nationales pour la lutte contre le changement climatique, surtout dans des pays en Afrique où il n'y a pas énormément de capacité au niveau des institutions, il faudra avoir des critères en commun, je pense, au niveau mondial. La même chose pour l'accès aux fonds climatiques. La BRD a eu la chance, à travers beaucoup de travail, de devenir éligible et accrédité au Fonds mondial JCF sur le climat. Mais si on doit avoir accès à d'autres fonds mondiaux sur le climat, ce sont des critères différents d'éligibilité. Et donc, c'est toute une dynamique, encore une fois, pour redevenir éligible pour d'autres fonds. Et donc, je pense que, comme l'a dit notre collègue de la direction du Trésor, oui, les fonds concessionnels deviennent de plus en plus rares. Mais il y a moyen d'utiliser ces fonds de façon beaucoup plus catalytique. Et je pense que commencer à faire confiance aux plateformes nationales, commencer à avoir des critères en commun pour l'éligibilité à tous ces fonds verts au niveau mondial, penser aussi au renforcement des capacités à travers des expériences sectorielles. Je dis souvent qu'on a beaucoup d'assistance technique pour faire des stratégies et on n'a pas beaucoup d'assistance technique pour discuter des technologies qui marchent sur le terrain. Or, pour mes clients, ils ne prennent pas de l'argent basé sur des stratégies nationales. Eux, ils veulent savoir si je suis dans la transition, disons par exemple de la mobilité. Je suis un client, j'avais des bus ICE, des bus au diesel, et je passais au bus vert. Au Rwanda, qu'est-ce qui marche? Je vous dirais par exemple, on a fait l'expérience, il n'y a que les bus colombiens de Bogota qui marchent dans les collines de Kigali. Tous les autres bus ne marchent pas parce que nos collines sont particulièrement belles mais pénibles pour les véhicules. Et donc, c'est ce type de discussion où on doit commencer à faire passer, je pense aussi des connaissances technologiques, des connaissances techniques, et pas seulement des connaissances au niveau des politiques et au niveau macro-national, si on veut vraiment avoir une transition verte en Afrique qui sera au profit des populations. Et le dernier point que j'aimerais ajouter, c'est au niveau du prix du financement, du coût du financement. On en parle très peu, mais je pense que c'est un énorme défi. Je vous donnerai un exemple. Nous avons fait une transaction innovatrice avec IDA, donc la Banque mondiale, où la Banque mondiale a donné une garantie, nous a prêté de l'argent pour avoir une garantie, pour faire une obligation pour la BRD, au niveau de la BRD, pour le financement durable. La raison pour laquelle on a pu faire ce montage, qui nous a permis avec $1 de la Banque mondiale de lever $3 au niveau de l'épargne nationale, et oui, même les pays à bas revenus ont beaucoup d'épargne nationale qui peuvent être mobilisées, c'est parce que le prix de ce dollar initial était abordable. Une fois que le prix du dollar initial n'est pas abordable, à ce moment-là, même les mécanismes qui sont maintenant vus comme des mécanismes innovateurs ou innovatifs, tels les garanties, etc., ne marchent pas. Parce que je ne peux pas vendre un produit en tant que banque à un consommateur privé, à un emprunteur privé, qui va coûter plus cher parce qu'il est vert. Et je pense qu'on parle rarement du problème du coût du financement vert. Et quand on a commencé notre grande aventure à la BRD, à la Banque rwandaise de développement, pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, on ne s'attendait pas à voir les prix qu'on a trouvés sur le marché.
Et donc, on a commencé avec de grandes ambitions, inclus des obligations internationales. Et ces grandes ambitions n'ont pas pu se matérialiser parce que le prix était juste pas un prix qui nous permettait de passer ce financement au secteur privé. Je pense que pendant longtemps, le financement public a été conçu pour les gouvernements. Maintenant qu'on se rend compte que le secteur privé en Afrique devrait être au centre de la discussion, il est temps qu'on rediscute du prix ou du coût de ces financements pour qu'il soit un incitatif au secteur privé pour faire la transition. Comme vous l'avez très bien dit, ça demande un investissement initial de capital très élevé et donc ça demande un coût initial très élevé qui souvent n'est pas attractif pour le secteur privé. Donc, je voulais vous faire part un petit peu des défis. Je pense que mon collègue du Maroc a fait une superbe présentation sur les opportunités. Donc, je voulais pas répéter ce qu'il venait de dire, mais je voulais vous donner un peu une idée des défis qu'on voit sur le terrain quand il s'agit de faire un peu plus de scaling pour le financement vert. Merci. Vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur vos deux derniers points parce que ça permet de revenir un petit peu sur des questions avant d'ouvrir les échanges avec l'audience. Donc, vous êtes plusieurs donc à avoir soulevé cette question vraiment de l'allocation des ressources, hein, de dire bon, il y a des ressources qui sont disponibles, y compris au niveau local. Il y a une grosse difficulté ensuite, c'est à la fois de mobiliser parce que alors ça peut être des questions d'horizon, ça peut être des questions de taille, peut-être aussi de conviction. Donc je voudrais revenir un petit peu, puisque vous avez aussi pas mal développé, mais élargir la question aux autres, sur la question des critères. La plupart d'entre vous avaient aussi fait le parallèle entre le fait qu'il y avait cette forte complémentarité entre climat et développement, mais en mettant en avant le bien-être des populations évidemment, et donc la question de la transition juste. Donc mes premières questions, elles portent un petit peu là-dessus, c'est-à-dire quels sont les critères que vous utilisez. Vous avez évoqué des critères qualitatifs pour certains, quantitatifs pour d'autres. Donc quels sont les types de critères concrets que vous utilisez pour orienter et canaliser donc ces financements, alors à différents niveaux, hein, multinational, local ou régional, parce qu'il y a d'autres questions qui sont vraiment intéressantes dans ce que vous avez soulevé aussi, qui est celle de la souveraineté nationale. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des objectifs qui sont pas forcément partagés, qui sont propres, ou au contraire qui sont à peu près les mêmes partout quand il s'agit de développement. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, vous l'avez aussi soulevée, c'était celle des freins, notamment financiers. Donc il y a la question du coût. Il y a la question de la réglementation éventuellement. Est-ce qu'il y a des freins que vous rencontrez qui sont de nature réglementaire qui empêchent le développement? Il y a une autre difficulté que vous avez aussi soulevé, qui est la mobilisation du capital privé. Alors certes, plusieurs d'entre vous ont donné des exemples d'effets de levier qui sont relativement élevés, assez encourageants, mais en même temps, on constate que, je crois que c'est vous qui avez évoqué le terme de blending, tout ce qui est blended finance, ça fait partie des innovations, on en parle beaucoup, mais ça se développe assez peu. Donc, quels sont les freins qui expliquent cette absence ou cette insuffisance de développement? Est-ce que c'est des critères, là encore, réglementaires? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est les garanties qui sont pas suffisantes? Voilà un petit peu les deux questions sur lesquelles je voulais vous faire tous intervenir. Alors, on peut peut-être commencer par soit par ordre inverse, soit par celui qui veut intervenir le premier, et puis ensuite vous passez le micro. Vous voulez peut-être commencer
Au niveau des interventions, nous avons des critères par projet, évidemment, qui nous permettent de voir est-ce que le projet contribue soit à l'atténuation, soit à l'adaptation. Tout étant dit que je pense qu'il est très difficile de financer des programmes d'adaptation, des projets d'adaptation avec des prêts financiers à taux quasi commercial. Et donc la plupart des projets qu'on a sont des projets d'atténuation. Le projet doit être bancable, évidemment. Et des fois, bancable peut dire beaucoup de choses. Ça peut être soit bancable au niveau du marché, donc au niveau du marché quotidien, ou nous avons aussi eu des opportunités à travers des prêts de la banque, des dons de la Banque mondiale, pour utiliser des fonds pour créer un marché. Je vous donnerai un exemple. Quand on a commencé l'aventure des panneaux solaires, la population ne comprenait pas pourquoi il y avait un problème de comportement, je dirais, changement de comportement qui était un peu problématique. Et donc la population ne voulait pas les panneaux solaires parce que pour eux, l'électricité venait de la régie des électricités. Et donc on a dû créer un marché en commençant par les plus pauvres pour leur permettre d'avoir accès aux panneaux solaires. Ça, c'est un exemple où le critère, c'est pas nécessairement que le marché existe, mais le critère, c'est une politique nationale qui était très claire pour l'accès aux panneaux solaires. À travers ce programme, on a pu connecter plus d'1,2 million d'habitants aux panneaux solaires, qui nous a aidé à obtenir notre objectif national. Et donc, des fois, le mot bancable est un peu un mot qui prête à confusion. Dans ce cas-ci, nous avons créé un marché à travers un produit qui était un produit concessionnel. Nous regardons évidemment aussi la durabilité de l'intervention. Donc, en tant que banque de développement, est-ce que cet investissement permettra d'avoir des résultats qui sont durables dans le temps? C'est très important parce que nous ne soutenons pas les interventions qui pourraient s'arrêter brusquement ou qui n'ont pas un impact à long terme pour la population. Et avec tout ça, ça nous permet maintenant de voir quel genre de période de grâce le projet aura besoin, quel taux d'intérêt, est-ce qu'on fait ça en 1 phase, 2 phases, 3 phases, est-ce qu'on a besoin de collaboration avec d'autres agences étatiques. Et je pense que une des forces des banques publiques de développement, dont on parle très peu, c'est vraiment leur capacité d'avoir accès aux entités étatiques, en fait. Et on voit beaucoup de clients qui viennent dans des domaines qui sont un peu moins sexy que les autres, genre les maisons abordables, l'accès au logement abordable ou l'urbanisme, qui est très difficile dans les villes africaines. Venir nous voir, pas nécessairement parce que nos taux sont tellement plus bas que les banques commerciales, mais parce qu'ils savent que ce qu'ils vont faire a un effet impact, un effet de transformation, et demande une grande collaboration avec les agences étatiques. Et donc, je pense que il ne faut pas sous-estimer ces capacités qui sont dans les banques de développement nationales. Et troisièmement, évidemment, dans notre cas, grâce à notre partenariat avec l'AFD, évidemment, nous avons un système de vérification indépendant qui nous permet de nous assurer que les projets ne deviennent pas du greenwashing. Pour nous, c'est très important, des questions d'intégrité, de réputation, et donc avoir une capacité indépendante de revoir le projet au départ et ex post pour s'assurer que tous ces projets qui ont été financés par le financement vert ne se terminent pas en scandale de greenwashing. Et je pense que tout ça sont des capacités qui sont importantes au niveau institutionnel et pour nous sont des critères. Donc si le client n'est pas d'accord, je dirais, d'être sujet à cette vérification, à ce moment-là, ils n'ont pas accès au financement. Donc ça sont des critères très concrets au niveau client, au niveau projet. Et au niveau financement, maintenant, on a dû être un peu strict. Et donc, nous avons créé des critères au niveau de la Banque rwandaise de développement pour tous nos partenaires. Et au niveau de la plateforme nationale, on leur a dit c'est un peu à prendre ou à laisser. Et certains partenaires ne pouvaient pas s'adapter, et donc on laissait. Et d'autres partenaires ont pris le défi et se sont un peu battus avec leur propre comité crédit ou leur propre comité interne. Et pendant l'AFD était la première, donc un grand merci à Rémi Rioux. Il nous a permis de dire au reste des partenaires, si l'AFD peut le faire, pourquoi pas vous. Donc il y a aussi un peu un effet d'exemple. Et je pense que c'était très important qu'on ait nos propres critères. Maintenant, nos propres critères pour ce fonds qui s'appelle IREME dans notre langue nationale, IREME qui veut dire la qualité de vie, sont devenus le précurseur de la taxonomie. Et donc, nous avons commencé avec ceci en 2022.
Et en 2025, le Conseil des ministres a approuvé la première taxonomie rwandaise. Et donc nous sommes très fiers parce qu'on a commencé par une aventure, je dirais, au niveau institutionnel, sans trop être sûr. Et cette aventure s'est transformée en un cadre maintenant national qui va permettre un investissement au niveau national. Et donc pour le prochain cycle, nous pourrons maintenant utiliser la taxonomie nationale. À Thomas qui a une petite contrainte, je crois, donc ça permettra d'avoir ton point de vue. Sur la question des freins, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit, parce que je trouve que c'était assez juste et assez intéressant. Moi, je pense qu'il y a effectivement la question de la capacité administrative, hein, parfois, et au niveau local pour pouvoir originer et gérer des projets. Donc ça, il y a quand même un rôle des institutions publiques, qu'elles soient nationales ou multilatérales, pour aider à la structuration de projets. Il y a la question de je pense que ça marche. Ouais. Il y a la question de la mobilisation de l'épargne locale. C'est un point qui est revenu aussi à plusieurs reprises où j'ai compris que l'épargne locale pouvait être importante, mais en fait était pas forcément orientée vers les investissements au niveau local. Donc là, il y a plusieurs initiatives qui sont prises. Par exemple, pour les banques multilatérales de développement, elles essayent de plus en plus de financer en monnaie locale, voire d'émettre en monnaie locale, ce qui peut aussi aider à structurer à densifier, à avoir un marché local qui est liquide, et puis aussi à structurer les marchés financiers. C'est un enjeu qui est dans tous les pays, y compris en Europe, hein, d'élargir et de densifier les marchés financiers, mais c'est aussi un sujet dans les pays en développement. Et donc il y a aussi un accompagnement pour essayer au-delà du secteur bancaire, d'aller développer des marchés financiers qui soient plus fonctionnels et qui justement permettent d'orienter l'épargne vers les besoins de financement et d'investissement au niveau local. Donc je trouvais que c'était deux points qui sont deux freins, en tout cas deux leviers qui peuvent être davantage mobilisés pour couvrir les besoins de financement et d'investissement qui sont massifs, comme on l'a dit. Peut-être. Comme l'AFD a été cité, et puis ensuite je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci. Avant de commencer, je voulais rebondir sur les propos de Campetta sur les solutions locales. Je l'ai dit et j'espère l'avoir bien dit, les banques nationales de développement, elles ont justement cette capacité à faire levier sur les solutions nationales. Et particulièrement en matière de lutte contre le changement climatique, des solutions en Afrique, il y en a plein. Il y a plein de potentiel, il y a plein d'idées, et il se passe plein de choses, et c'est aussi le rôle des banques qui sont tout près des solutions de les valoriser. Je voulais contribuer sur l'un des freins qui parfois, vous l'avez dit également, le rôle d'une banque publique de développement, c'est de orienter ou réorienter la demande. Votre client ne veut que fait la demande d'avoir de la lumière chez lui, et à nous de proposer une solution alignée avec les enjeux climat. Mais parfois il y a des enjeux plus politiques quand on s'engage dans un dialogue de politique publique, et par exemple en Afrique du Sud, où j'étais juste avant, l'enjeu de la sortie du charbon rencontre le frein de l'adhésion peut-être de la population qui n'a pas forcément les considérations climat globales, et qui se dit mais enfin pourquoi ça marche très bien, et dans une considération de court terme, ça fonctionne. Donc je pense que l'un des freins aussi dans l'engagement des transitions, c'est une adhésion populaire. Et en Afrique du Sud, plus précisément, le président a porté le sujet de la transition énergétique juste comme un projet politique pour réconcilier l'agenda global de transition bas carbone et l'agenda domestique de lutte contre la pauvreté, le chômage et les inégalités, qui est le triptyque perdant en Afrique du Sud. Cette transition, elle a consisté à créer le cercle vertueux, c'est-à-dire
développer des politiques inclusives dans lesquelles chacun pouvait trouver sa place et qui, en retour, ont légitimé et aidé à porter le projet et il y a eu un enclenchement. Voilà. Donc, parfois, il y a ce type de frein et parfois, il y a des cercles vertueux qui s'enclenchent sur la thématique développement climat et qui vont se nourrir l'un l'autre. Merci. Alors, Monsieur Bensouda, du coup. En fait, on est pratiquement dans le mot de la fin. Non. Ah, très bien. En réalité, moi, je voulais peut-être ajouter un point, c'est que il y a un rôle aussi qui peut être donné aux investisseurs institutionnels, parce qu'aujourd'hui, nous parlons plus les banques de développement, les banques multilatérales financent des projets. Peut-être que je vais... dans une autre vie, j'étais dans les marchés, donc je sais quel est le regard que peut avoir un investisseur, et je le suis de par ma fonction actuelle. Et si demain, on travaillait pour faire des banques de développement, une classe d'actifs à part entière qui permet aux investisseurs institutionnels d'investir. Un travail formidable, il est fait localement, il est fait régionalement, il est fait sur le plan multilatéral, mais c'est aussi un moyen de permettre de drainer, d'intéresser un certain nombre de gérants mondiaux qui gèrent des centaines de milliards de dirhams, voire des trillions de dollars vers ces classes d'actifs-là. Alors cela suppose plusieurs choses, mais c'est aussi une trajectoire qu'il faut commencer, à mon sens, à préparer. De la gouvernance, de la transparence. On est dans les locaux de la Banque de France et on sait très bien que les régulateurs font un travail formidable sur les normes, sur les reporting, l'IFRS, BAL 3, un certain nombre de sujets. Ce sont des langages communs qui permettent à tous de parler de la même chose et de lire la même chose. Donc, ces reporting, ces frameworks qui sont communs permettent aussi d'identifier et permettre d'avoir cette classe d'actifs qui pourrait être demain une classe d'actifs qui peut être regardée, qui peut être mesurée en termes de risque, mais qui sait aussi être mesurée en termes de rentabilité. Et quand je parle de rentabilité, ce n'est pas uniquement que la rentabilité financière, elle est nécessaire parce qu'elle permet de rémunérer l'épargne qui est gérée, mais aussi une rentabilité qui peut avoir des effets sur l'économique et sur le social. Moi, je pense c'est une piste qui peut avoir du sens dans la durée et qui peut constituer des frameworks à développer de manière toujours de manière concertée entre les investisseurs, les régulateurs, les banques de développement et qui permettrait d'aller de l'avant pour ancrer cette tendance de manière forte dans la durée. Merci beaucoup. Alors, pour la banque, ça veut que des développements. Il faudrait comprendre que notre capital est structuré de telle façon que nos emprunteurs sont en même temps, enfin, ceux à qui on prête de l'argent sont en même temps nos actionnaires. Donc, nous, quand il s'agit de critères, vraiment, on est... Voilà, c'est légèrement politique, hein. Et nous essayons en tout cas d'avoir une égalité secteur privé secteur public où actuellement je pense qu'on est à 60-40, 60 prêt public et puis l'autre secteur privé, mais nous essayons d'avoir un 50-50, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a le volet risque, le département risque, nous le regardons souvent, enfin parce que moi je viens de l'opération, donc on le regarde toujours avec un œil
rouge, on se dit ouais, ils vont dire non tout de suite, mais carrément c'est pour protéger la banque, et donc nous comprenons cet aspect-là. Donc ce qui veut dire que nous devons trouver des moyens pour dérisquer effectivement les opérations que nous apportons au niveau de la banque, et c'est sur ça qu'on travaille actuellement, et je pense que c'est ce qui va se faire également au niveau de notre plus souvent encore au niveau de notre stratégie prochaine. J'aimerais bien rebondir sur l'aspect harmonisation effectivement des critères et consorts. Vous savez, nous avons essayé de faire la réaccréditation auprès du Fonds vert, par exemple, qui nous a pris pratiquement 2 à 3 ans, même si on était déjà accrédité. Et dès qu'on a fini cela, il fallait faire pour le FEM. Heureusement qu'on ne devait pas faire pour le fonds d'adaptation, parce que le fonds d'adaptation, lui, il est plutôt sur les rapports et consorts. Mais c'est pour vous dire que effectivement, si on avait une harmonisation de tous ces critères-là, ça allait faciliter effectivement la mise en œuvre et la mobilisation effectivement des ressources auprès de ces fonds, ce qui est souvent difficile. Donc, de l'origination à l'obtention du financement, pratiquement avec le fonds vert, si tout est bon et si tout va bien, on est pratiquement à 2 ans. Donc des fois, même les critères qui ont permis à sélectionner le projet, à développer la note conceptuelle et le funding proposal, à la fin ou à l'obtention du financement, ne sont souvent pas les mêmes choses. Donc, il faut encore redimensionner le projet des fois, ce qui demande encore des ressources encore additionnelles. Nous, pour le secteur privé, nous avons remarqué également que lorsqu'ils nous approchaient, la plupart des temps, ils n'avaient pas les ressources pour maturer les projets. Donc, ça veut dire qu'il y avait des projets qui étaient de très belles idées, mais qui n'avaient pas d'études et consorts. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est de monter un fonds d'études climat, qui a été également abondé partiellement par l'AFD, et également nos ressources. Et ceci a permis quand même d'aider le secteur privé à fast-track le process, parce que au lieu de faire une demande de PPF auprès du fonds vert, il fallait directement venir vers nous et s'appuyer sur ce fonds-là pour qu'on finance les études et qu'on soit pour que ça aille plus vite. Donc, les 2 ans normalement sont réduits, ce qui nous permet d'aller un peu plus vite encore sur le terrain. Donc, voilà un peu ce que nous avons essayé de faire sur cela. Donc, en termes de freins, effectivement, c'est ça, c'est le manque de ressources pour ces études-là, mais nous avons essayé effectivement d'avoir ce fonds, et nous essayons encore d'en faire plus dans notre prochain plan stratégique également. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup. Alors, Thomas doit nous quitter, mais on va avoir le temps de prendre quelques questions à la fois de la salle, s'il y en a, ou de l'auditoire. Oui? Vous avez beaucoup insisté, à juste titre, sur le fait que la finance climat et la finance développement a beaucoup de points communs. Et quand on finance du développement, eh bien, on peut en même temps financer de l'adaptation ou de l'atténuation. Mais alors, ma question, c'est quand même qu'en Afrique, il y a un besoin de financement très important de l'éducation et de la santé. Alors, est-ce que le fait que vous vous intéressez beaucoup au climat, est-ce que ça fait que vous financez moins ou plus du tout la santé, l'éducation, ou au contraire, est-ce que vous gardez un peu de marge de manœuvre dans ces 2 domaines qui sont, à mon avis, absolument fondamentaux pour l'Afrique, l'avenir de l'Afrique et son développement? On va prendre une autre question, s'il y en a une dans l'audience. Non, bah dans ce cas-là, qui veut répondre? Alors, je commence et puis je passe le micro. Avant 2021, nous appuyons uniquement sur les requêtes de financement venant des États. C'est-à-dire qu'on se dit que les États connaissent leurs priorités, ils viennent vers nous avec leurs priorités que nous finançons. À partir de 2021, notre plan stratégique a changé. Nous avons même créé des départements santé et éducation. Ce qui veut dire que nous comprenons le besoin qu'il y a aujourd'hui et nous le finançons directement. Mais nous avons intégré le climat dans toutes les opérations de la banque. Ce qui veut dire que ce soit éducation, que ce soit santé, l'aspect climat et environnement est pris en compte. Donc, c'est transversal. Mais nous finançons effectivement l'éducation et la santé au niveau de la BOAD. Ça, c'est sûr. Voilà, merci.
Merci beaucoup. En 2017, l'AFD a adopté une stratégie 100% alignement avec l'accord de Paris. Ça veut dire que jusque-là, nous étions convenus d'allouer 50% de tous les financements vers le climat, donc avec une qualification climat telle que comptée dans les principes communs climat. Et les 50 autres %, nous nous étions interrogés, mais alors, que va-t-on faire avec les 50 autres %? Et alors, on s'est engagé sur un alignement 100% avec l'accord de Paris. Ça veut dire que l'intégralité des financements est alignée avec les principes de l'accord de Paris, c'est-à-dire au moins ne pas nuire au climat et à l'environnement. On vient d'adopter un autre objectif qui est l'alignement aussi 100% avec l'accord, le cadre mondial pour la biodiversité, Kunming-Montréal, qui vient s'ajouter. Donc on a maintenant un double alignement. Je voudrais aussi préciser que actuellement, les octrois de financement que nous faisons dans le secteur de la santé sont qualifiés à 75% de finances climat. Donc en réalité, c'est pas du tout incompatible. Même dans le secteur de la santé, on travaille sur une trajectoire de décarbonation du secteur de la santé. On travaille sur le lien entre certaines épidémies et le réchauffement climatique, et encore plein d'autres projets qui sont tout à fait alignés avec les considérations climat. Donc pour l'instant, ce ne sont pas des priorités qui se contredisent. Je vais être un peu provocatrice. Votre question est une très bonne question, et en tant que qu'entité publique en Afrique, nous sommes inquiets pour la même raison. Parce que pour la santé, on peut faire de la santé compatible avec le climat, mais l'éducation primaire, la vaccination, comment on fait pour que la vaccination soit verte? Et dans mon expérience, ça fait maintenant 20 ans, et j'ai travaillé beaucoup dans le ministère des Finances. En 2003, je me rappelle, quand on avait approché la Banque mondiale pour demander un prêt d'urgence pour nous aider avec une crise qu'on avait au niveau de l'électricité, la Banque mondiale à l'époque nous avait dit: ne vous inquiétez pas de l'électricité et du digital, commencez d'abord par l'éducation, la santé et la protection sociale. Le Rwanda a insisté, on a finalement eu notre prêt après 3 ans d'attente et de débat. Et je souriais la semaine passée quand j'étais à Washington et la Banque mondiale poussait pour la mission 300. Qui est maintenant le centre, comment je dirais, c'est le secteur le plus sexy à Washington aujourd'hui, c'est l'énergie. Il y a 20 ans, personne voulait entendre parler de l'énergie parce que c'était pas censé être une priorité pour l'Afrique. Mais il y a 20 ans, c'était déjà une priorité pour l'Afrique. Il y a 20 ans, on savait déjà qu'on n'aurait pas une croissance sur le long terme si on n'a pas accès à l'électricité. Et donc, les bailleurs de fonds, les partenaires ont des cycles où ils aiment certains secteurs mieux que d'autres. Nous, en tant qu'agents de l'État, on a l'habitude. On sait que certains secteurs seront mis à l'avant plus que d'autres. Mais pour les agents de l'État dans les pays africains, la responsabilité, c'est de donner tous les services publics. C'est de donner accès à l'eau, c'est de donner accès à l'électricité, c'est donner accès au monde digital, s'assurer que la lutte contre le changement climatique, qui est une réalité en Afrique, qui est pas un slogan. Je veux dire, les gens qui habitent sur les collines au Rwanda sont les premières victimes du changement climatique, même s'ils n'ont jamais pollué de leur vie. Et donc tout ça sont des réalités sur le terrain dont nous on a l'habitude. Et maintenant on a appris un petit peu à gérer ces vagues. Et donc il faut aussi, c'est là où il faut se rappeler que il y a l'argent des bailleurs de fonds, mais il y a aussi le budget national. Et donc le rôle du budget national dans beaucoup de pays d'Afrique, je peux vous dire, en tant qu'ancien agent du ministère des Finances, c'est d'avoir un rôle un peu contre-cyclique. Et donc quand les bailleurs quittent un secteur, le budget national il y reste, où il essaye de dépenser un peu plus des recettes nationales sur ce secteur. Et donc je pense que votre question est une question très pertinente, et la manière dont ça se gère au niveau national, c'est à travers le budget et avec un financement qui des fois est un peu contre-cyclique par rapport aux secteurs qui sont un peu à la mode. Mais les secteurs à la mode, il y en aura toujours.
Je pense que ce qui est important, c'est qu'on reste focalisé sur les besoins de la population et que l'argent de l'aide publique au développement plus les ressources nationales, à la fin, arrivent à donner un service de base à la population sur tous les secteurs. On ne peut pas ne pas parler de santé et d'éducation qui sont les bases de tout développement dans un pays. Je vais prendre comme ancrage d'abord au Maroc et les hautes orientations de Sa Majesté sont très claires. C'est une éducation pour tout Marocain dès le préscolaire. Et je vais vous dire comment un certain nombre d'institutions comme la nôtre interviennent sur ce sujet-là, même si ça reste un sujet régalien qui fait partie de la mission des pouvoirs publics. 2, la santé, c'est la santé pour tous et toutes. Discours du trône de 2020 de Sa Majesté le Roi a insisté sur la génération de la protection sociale au Maroc pour l'ensemble des citoyens. Ça passe par la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. C'est quelque chose qui est derrière nous, puisque aujourd'hui, 25 millions de Marocains, je parle de chefs de famille, sont dans l'assurance maladie obligatoire. Ça permet à tout un chacun d'accéder aux soins. Derrière, ça suppose d'avoir les hommes et les femmes pour prodiguer le soin et l'infrastructure. Les hommes et les femmes, médecins, personnel paramédical et autres, ça c'est des formations qui se font dans le secteur public à travers un certain nombre de verticales, mais aussi le privé offre des formations particulières. Il reste l'infrastructure. L'infrastructure, bien évidemment, et pendant ces périodes-là, dans chaque pays, il y a les lois de finances, les projets de loi de finances qui sont en train d'être discutés. La loi de finances ou le projet de loi de finances 2026 au niveau du Maroc a prévu une augmentation sur ces deux secteurs sociaux de 120 milliards de dirhams à 140 milliards de dirhams. Juste pour référence, le PIB du Maroc, c'est 1500 milliards de dirhams. C'est l'équivalent de 170 milliards d'euros. C'est une augmentation de 20% sur ces secteurs-là. L'infrastructure, il y a une infrastructure qui est financée par le budget de l'État. Les grands CHE, les centres de proximité, les dispensaires, ainsi de suite. Mais il y a aussi une infrastructure qui s'apparente de plus en plus à des financements qui peuvent être drivés, structurés par des institutionnels et qui peuvent être apportés en location à aux acteurs qui prodiguent les soins. Et c'est là que des investisseurs ou qu'une caisse de dépôt, comme d'autres investisseurs, rentrent parce qu'ils ont la capacité, ils ont le capital patient. Ils cherchent une rentabilité qui n'est pas forcément celle qui est prônée par le privé et qui arrive à gérer ces doubles détentes entre l'intérêt général, l'intérêt collectif et la rentabilité escomptée. Et c'est la même chose qu'on peut retrouver dans l'éducation à travers des mécanismes où l'infrastructure peut être toujours portée, financée par des tiers qui sont proches de la sphère publique pour permettre de garder un certain nombre de capacités à dédier à la formation des jeunes, à la mise à niveau, à la formation continue des compétences pour pouvoir aller dans ces sens-là. Donc vous avez raison, madame, ce sont des choses qui restent les fondements d'une cohérence et qui restent les fondements d'une société qui est en développement. On va prendre une dernière question de la salle, de l'audience, pardon, en ligne. Oui, merci déjà à l'ensemble des panélistes. Débat très suivi en ligne avec environ 300 personnes qui ont suivi cet échange. Beaucoup de questions sur des sujets qui ont déjà été traités. Peut-être une qui concerne les pays, les populations les plus vulnérables dans un contexte budgétaire qui est contraint. Quels sont les critères finalement qui décident l'allocation de projets climatiques vers les plus vulnérables ou qui vont plutôt diriger les financements vers l'accompagnement de la transition. Voilà, donc quels sont les critères d'allocation?
beaucoup. La caractérisation climat de nos opérations, elle est transversale. C'est-à-dire qu'il y a les secteurs d'intervention, éducation, santé, transport, énergie, etc. Et notre analyse, elle vient en transversale. Donc, chaque projet vient dans notre département pour améliorer sa performance en matière d'adaptation au changement climatique ou de réduction des émissions de CO2. En matière d'allocation de finances climat, donc les projets émanent des pays avec lesquels on travaille. Les ressources étant contraintes, forcément, l'allocation de ressources budgétaires en dons va aller vers les pays qui sont soit pas en capacité, soit en moindre capacité d'emprunter. Et les ressources en prêt vont être de préférence allouées aux pays qui sont en capacité d'emprunter. L'adaptation au changement climatique est plutôt une catégorie de projets qui va être appliquée aux pays vulnérables au changement climatique, tandis que les projets de la transition bas carbone vont plutôt concerner les économies émergentes. Voilà, donc c'est à peu près les grands axes de l'allocation des ressources. Merci. Je dirais il y a deux grands axes quand on pense à la transition climatique et au rôle de la transition versus les populations vulnérables. Le premier axe, c'est vraiment tout ce qui est protection sociale, c'est-à-dire les gens qui habitent dans des zones à danger, qui sont plus affectés par le changement climatique et comme on dit, c'est pas de leur faute, quoi. Il n'y a pas un business bancable derrière la relocalisation des populations qui habitent sur les collines, qui font partie des groupes les plus vulnérables. Et donc ça, c'est vraiment de l'ordre de la protection sociale qui, en général, est un rôle de base de l'administration publique et du gouvernement. Mais le deuxième axe que je pense maintenant est devenu de notoriété publique, c'est que la meilleure façon de combattre la pauvreté, c'est pas les dons, c'est de créer des emplois. Et je pense que maintenant le débat est finalement au centre, où on arrête de penser que tout va être, toutes les solutions viendront de la charité et de la protection sociale. Et l'Afrique a une population, une démographie très jeune. Et ce que les jeunes veulent, c'est pas des dons, c'est des emplois. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir que finalement, les grands débats au niveau international, comme je disais la semaine passée aux assemblées annuelles, c'est vraiment emploi, emploi, emploi. Et emploi veut dire éducation, emploi veut dire formation, emploi veut dire bonne santé, emploi veut dire investissement dans les PME. On sait que les grosses compagnies créent plus d'emplois. Emploi veut dire investissement dans les startups. Et donc, je pense que le financement, le rôle du secteur financier dans la lutte du changement climatique, c'est aussi créer des emplois. Et c'est surtout créer des emplois. Et tant qu'on n'arrive pas à marier les deux, on aura raté cette opportunité extraordinaire. Et donc, il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être créés dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. Je vous donnerai un exemple. Au Rwanda, par exemple, les motos. On a un problème de transport public. Et une des solutions locales, c'est les motos et les motos électriques. Et pour les jeunes, les motos électriques, c'est une solution parce que ils ont pas de coût mensuel, ils doivent pas aller à la station d'essence pour chercher de l'essence. Et donc, ça a créé énormément d'emplois, les motos électriques. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités comme ça qui sont un peu dans l'intersection entre la lutte contre le changement climatique et la création d'emplois. Je pense que c'est vraiment un rôle que jouent les banques de développement et qu'on doit pousser à fond dans le moyen terme. Merci. Peut-être juste un mot. En réalité, rien ne s'oppose. C'est que le fil conducteur, c'est de l'inclusion. C'est de l'inclusion de la population de manière globale. Et quand il y a une partie de la population qui est vulnérable, là, il y a des amortisseurs qui sont faits, et ça, c'est en général le budget étatique qui apporte un certain nombre d'amortisseurs. Et pendant ce temps-là, il faudrait que cette inclusion-là puisse passer par de l'inclusion territoriale,
créer de l'emploi, encourager l'entreprise. Et c'est toujours ensemble. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre les sujets de manière verticale. On veut faire de l'efficacité énergétique, on l'aborde comme ça sans voir les impacts sur l'ensemble des secteurs. On travaille sur la mobilité de cette manière-là. La vision est une vision d'ensemble en mettant bien évidemment un certain nombre d'enjeux, je vais dire mondiaux, parce que nous sommes dans une planète qui connaît un réchauffement climatique important. Par rapport à notre continent, on connaît un peu quels sont les impacts. Et par rapport à chaque pays, on sait qu'il y a une cohérence à garder. Et c'est toujours cette cohérence-là et ce mode d'inclusion qu'il faut faire entre d'abord le secteur public ou la puissance publique, les institutions financières publiques qui jouent ce rôle de bridge, mais aussi le privé qu'il faut savoir dérisquer et lui apporter aussi un certain nombre de réponses pour aller ensemble vers ça. Une entreprise gagnerait plus d'argent quand elle est dans un climat de confiance et quand il y a une stabilité dans sa zone, je ne veux pas utiliser le terme commercial, mais en tout cas dans sa zone d'activité ou dans ces zones dans lesquelles elle a de l'intérêt commercial. Et c'est ça le maître mot. Moi, je souhaiterais finir sur ça. Inclusion, réfléchir collectif et surtout agir collectif. Parce que la réflexion, on sait le faire. Alors, on est là en train de partager un certain nombre d'idées qui sont pratiques, un certain nombre de volontés, mais c'est l'action sur le terrain de manière collective qui permettrait d'avancer et d'avancer de manière sereine, de manière durable au bénéfice de nos populations respectives. Alors, on arrive au terme de la session d'aujourd'hui, donc je voulais alors terminer sur le mot collectif, puisque vous nous avez montré justement à quel point vous aviez l'occasion de travailler ensemble, à la fois en combinant différents objectifs qui sont loin d'être contradictoires. Je voulais en profiter aussi pour vous remercier chaleureusement pour votre participation aujourd'hui, en particulier pour ceux qui ont fait le déplacement, et puis aussi les organisateurs et les participants. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière séance qui portera sur le rôle des banques centrales. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation aujourd'hui. Merci.